Voilà, donc ça y est, c'est parti. Merci encore à toutes et à tous. L'idée de ce petit webinaire, c'est de parler un petit peu soins non programmés à l'échelle de notre CPTS, la CPTS de Strasbourg, Sud et Ouest Eurométropole. Donc c'est une CPTS qui couvre 19 communes, comme son nom l'indique, du Sud et de l'Ouest de l'Eurométropole de Strasbourg, toutes les communes de l'Eurométropole hors Strasbourg, sur le périmètre géographique. Alors pourquoi c'est important? Parce que évidemment c'est un sujet d'une part qui nous intéresse en tant que professionnels de santé évidemment, mais d'autre part qui pour nous a une importance au niveau de la CPTS puisque ça fait partie des missions obligatoires qui nous sont demandées d'assurer. Il y a un sujet évidemment d'actualité sur lequel on va revenir un peu plus tard. Donc, ce sera l'occasion d'en discuter avec vous et il s'agit là de faire une petite introduction au sujet pour effectivement qu'on puisse ensuite en discuter tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous êtes certainement au courant de l'existence d'un dispositif qui a été lancé en 2019 sur le Bas-Rhin. On est sur des soins non programmés donc en journée avec le numéro d'appel qui est le 116 117 et derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez peut-être vu cette affiche puisqu'à l'époque elle était quand même assez présente dans les lieux de passage et du coup le circuit pour un patient qui appelle le 116 117 est le suivant. Le patient appelle, il va tomber sur le numéro de la prise en charge par un médecin régulateur libéral. Alors, dans l'idéal, quand il y a un médecin régulateur libéral, on pourra en rediscuter tout à l'heure puisqu'on a un représentant éminent des médecins régulateurs libéraux qui est connecté. Mais en gros, sur le principe, c'est ça, c'est le patient appelle, il tombe sur un médecin régulateur libéral, donc c'est bien un médecin libéral et pas un médecin du SAMU, ce qui change quand même les choses, notamment dans la connaissance des possibilités sur le territoire. Et ce médecin régulateur va pouvoir prendre en charge le patient, alors soit par le biais d'un conseil, soit par le biais d'une orientation dans le dispositif, du coup, dans la suite du dispositif 116-117, en l'envoyant prioritairement à son médecin traitant, ou si le médecin traitant n'est pas sur le dispositif ou ne répond pas sur les autres médecins qui sont abonnés sur le secteur. Et le médecin, en l'occurrence, reçoivent à ce moment-là une notification sur leur téléphone, puisqu'il s'agit d'une petite application qui s'appelle Entracte, sur laquelle il faut évidemment s'inscrire au préalable. Et vous recevez une notification vous disant on a cette situation-là, est-ce que vous êtes OK pour la recevoir? Alors, soit en visite, soit en consultation. Et donc, le médecin a un certain temps pour répondre à cette notification, positivement ou négativement. Si c'est négatif, finalement, en tout cas, si c'est le médecin traitant, ce sont les médecins alentours qui sont prévenus. Et sinon, ça revient au médecin régulateur. Qu'est-ce qui se passe du côté... Oh, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe du côté effecteur? Donc, l'effecteur, ça va être le médecin qui va éventuellement être notifié. Comme je disais, vous recevez une notification sur votre portable. Hein. Vous n'avez pas d'obligation d'y répondre. Donc, si vous y répondez, vous y répondez pas. La demande suit son cours. Le médecin traitant peut avoir un accès du coup à ce qui s'est passé si quelqu'un d'autre l'a vu et si vous avez répondu à cette demande, en plus de la consultation ou de la visite normale, enfin de l'acte que vous facturez normalement à votre patient, vous recevez une petite gratification supplémentaire de 13 € qui vient en complément pour avoir intégré cette consultation dans votre planning habituel. Et l'application est évidemment très simple d'utilisation, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a deux éléments importants là-dedans, c'est qu'il faut avoir des régulateurs et qu'il faut avoir des effecteurs. Alors, sur les régulateurs, la CPTS n'a pas un très grand rôle à jouer, si ce n'est de diffuser la bonne parole.
Et je pense que Florent pourra vous le confirmer, mais il y a toujours besoin de régulateurs supplémentaires pour assurer les permanences. Sur le côté effecteur, là, on a peut-être plus notre place à jouer, puisque plus sur un territoire, il va y avoir de médecins disponibles pour répondre aux demandes, et plus, d'une part, les demandes pourront être satisfaites, et d'autre part, plus le système sera résilient. Pour vous donner quelques chiffres de ce que ça représente sur le territoire de la CPTS spécifiquement, donc comme dit, c'est un dispositif qui a été déployé au niveau du Bas-Rhin, et du coup, on a pu avoir des chiffres au niveau du territoire. Actuellement, il y a 14 médecins généralistes qui sont inscrits sur le dispositif. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent, mais en tout cas, ils sont sur le dispositif, donc ils ont l'application, ils sont enregistrés. Et sur la période de janvier à août 2022, il y a eu 1420 appels. Alors, évidemment, ce sont les trois plus grandes villes du secteur qui concentrent le plus d'appels. Je vous les ai mis là dans l'ordre du nombre d'appels: Ingolsheim, Ilkirch et Oswald, avec 280 appels à peu près pour les deux premières et 173 pour la troisième. Et donc, la prise en charge de ces appels va, dans l'immense majorité des cas, à peu près 7 fois sur 10, concerner du conseil, et dans une proportion beaucoup plus faible, 11% des situations, il va y avoir un déclenchement, c'est-à-dire que le régulateur va estimer qu'il y a besoin d'une visite ou d'une consultation, et donc va transmettre la demande au médecin effecteur. Ça concerne, comme dit, sur la période, 157 déclenchements. Et donc ça, c'est ce qui existe, enfin, ce qui existe toujours. On était sur une expérimentation qui a été prolongée là de quelques mois, et se pose la question de ce qui va advenir de tout ça, puisque on a eu une grande réorganisation nationale de la prise en charge des soins non programmés, et ce que prévoit le gouvernement, c'est la création d'un service d'accès aux soins dans tous les départements. C'est ce qu'on appelle communément le SAS, dont vous avez probablement déjà entendu parler, avec l'idée que, en gros, on puisse répondre à des demandes de soins non programmés pour tous les patients qui n'arriveraient pas à contacter leur médecin traitant, ou si leur médecin traitant n'est pas disponible. Avec un petit peu le même schéma que pour le dispositif que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire une régulation qui va donner un conseil médical dans la plupart des cas, probablement, proposer éventuellement une téléconsultation, une consultation par un autre professionnel de santé, ou si vraiment il y a une urgence, mobiliser le SAMU. Plus en détail, si on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qui se passe? Le patient va appeler, il va tomber sur un assistant de régulation médicale du SAMU, qui va réorienter soit sur une filière, on va dire, urgence, donc ça va être les médecins régulateurs du 15, soit sur une filière de médecine générale avec, on l'espère, un médecin régulateur libéral au bout du fil. Et du coup, en fonction, il y a bien sûr des passerelles entre les deux, et il y a bien sûr l'accès possible à des ressources selon les territoires. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le médecin régulateur puisse orienter, comme on le disait tout à l'heure, vers des professionnels sur le secteur. Et ça va un peu plus loin que simplement de proposer une réorientation, puisque il y a une grande fonctionnalité, une grande plateforme numérique qui est prévue et encore pour partie fantasmée, qui vise à interfacer en fait tous les professionnels de santé, en particulier les médecins, avec leur logiciel de gestion de rendez-vous. Et donc l'idée générale, c'est de pouvoir donner accès aux régulateurs à des créneaux de consultation. Donc, il faut que d'un côté, techniquement, ça marche, et que de l'autre, le professionnel de santé en ville participe au dispositif en proposant des créneaux disponibles pour ce type de consultation. Et du coup, ça suppose ensuite de recevoir ces patients si effectivement le médecin régulateur juge nécessaire de prendre une consultation sur le créneau qui est disponible.
À ce stade-là, j'ai pas encore, moi, d'expérience de SaaS qui fonctionne convenablement sur ce dispositif-là, mais en tout cas, c'est un petit peu le dispositif cible qui est prévu par nos décideurs. Et du coup, où est-ce qu'on en est dans le 67? Et là encore, on a d'éminents représentants qui pourront vous donner beaucoup plus de détails que moi sur où on en est. Mais c'est un dispositif dont le déploiement est piloté par l'URPS Médecins Libéraux avec le CHU. Une lettre d'intention a été déposée au courant de l'été avec une validation depuis par le ministère. Et maintenant, je laisse un gros point d'interrogation puisque se pose la question de la place des CPTS dans ce dispositif et de la place des professionnels du territoire dans ce dispositif, puisque il faut bien dire que en tant que tel, la CPTS n'a pas été consultée jusqu'à ce stade dans la mise en œuvre de ce dispositif, et que je pense que pour les professionnels de terrain, c'est encore plus flou que pour les dirigeants de la CPTS de savoir vers où on va. Voilà, je vais peut-être m'arrêter de parler à ce moment-là pour laisser la parole et puis la place aux échanges et aux discussions, et puis certainement aussi aux questions. Donc, je vais juste revenir sur hop, le mur d'image. Et voilà, Claude, si tu veux intervenir, je t'en prie. Oui, oui, j'interviens d'autant plus volontiers que en fait, ça bouge très vite depuis peu, mais ça bouge. En gros, tu viens de dresser parfaitement le tableau et le montage du SAS, on a décidé de s'impliquer vraiment à fond au niveau de l'URPS. Ça veut dire que les réunions de constitution vont démarrer. On a abordé un peu le sujet et c'est bien qu'on puisse en parler de la place des CPTS, et il est évident qu'elles ont leur place statutaire dans le dispositif et leur place dans le montage à faire, et en gros, on devrait régler ça dans le mois qui vient. C'est tout récent, hein, je veux dire, c'est vraiment... mais là, on a décidé d'avancer. Il faut savoir que globalement, l'existence du 116-117 est quelque chose qui permet assez facilement de créer un SAS qui fonctionne avec comme principe de base qu'on sépare au maximum la gestion des flux aide médicale urgente, donc l'hôpital, et la gestion des flux de ville, y compris au niveau des permanenciers, quoi. Et on va vers ça, mais la forme que ça va prendre, écoute, ça n'en a pas pour le moment. Et c'est vraiment un appel à discuter ensemble de quelle place vous voyez les uns et les autres au CPTS dans ce dispositif, en étant bien d'accord qu'elles doivent avoir une place statutaire, c'est-à-dire dans le fonctionnement lui-même, dans la manière de répartir les rôles entre les régulateurs, entre les associations de permanence de soins, entre les CPTS et, à mon avis, aussi entre les médecins qui ne sont pas dans les CPTS, en sachant qu'il y a actuellement la DPS qui existe, mais qu'on va sans doute lui laisser un rôle éminent pour la PDS, pour la permanence des soins, et que la DPS, enfin, c'est le tour que ça prendrait. Voilà, pour dresser un peu le tableau et dire que vraiment, ta réunion, elle tombe à pic pour discuter un peu de la place que vous verriez les uns et les autres au CPTS dans le dispositif, en sachant que le principal effort, à mon sens, apporté sur le 116-117, donc sur la régulation, hein, puisque 116-117, c'est une régulation d'abord, c'est de travailler le retour vers le médecin traitant, réellement, ce qui marche nulle part correctement.
Merci beaucoup, Claude. Je ne l'ai pas présenté, hein, mais tu es président, hein, du RPS Médecins Libéraux pour que tout le monde soit bien au clair. Et du coup, tu sais de quoi tu parles. Et du coup, je vois que Florent lève la main. Florent Herzog, je te laisse peut-être te présenter aussi, comme ça je ne ferai pas d'impair. Oui, bonjour, donc Florent Herzog, médecin généraliste à Markelsheim, impliqué dans la CPTS de Centre-Alsace, donc intéressé aussi à ce titre-là, médecin régulateur et donc missionné par l'URPS pour essayer d'avancer sur la mise en place du SAS, donc en se basant sur l'existant, puisque comme l'a dit Claude, on a un dispositif euh, qui nous donne une certaine avance par rapport à d'autres territoires, mais en même temps, vous l'avez souligné tous les deux, il y a beaucoup de limites, d'écueils, de choses qu'il faut qu'on travaille, qu'on améliore. Voilà, c'est pour la situation. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Je voulais quand même saluer ton exercice, Yannick, parce que c'est pas évident du tout. On en a parlé un petit peu tous les deux, mais on est dans une situation très mouvante. On ne sait pas toujours exactement où on va, même si là, ça se précise. Et je trouve ça hyper positif que la CPTS s'approprie dès maintenant, effectivement, l'existant. Donc ça, je vois que c'est le cas. Vous avez travaillé sur des statistiques ciblées sur le territoire. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. Et ça, voilà, je trouve que c'est une base intéressante pour la suite. Et voilà, je rejoins ce qui a été dit aussi par Claude sur la place évidente des CPTS dans le fonctionnement du SAS, pour dire, comme tu l'as dit, que voilà, il faut des régulateurs, il faut des effecteurs, il faut que le lien soit fait à tous les niveaux. Je vais peut-être en profiter que tu aies la parole, Florent. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un médecin régulateur, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au fait de tout ça. Oui, donc le dispositif du 116-117, il a été mis en place en 2018, hein, ça fait 5 ans. Euh, et avant ça, la régulation, donc historiquement, la régulation, c'est que les médecins régulateurs du SAMU. Et depuis maintenant plus de 20 ans, il y a des régulateurs libéraux en PDSA, donc en dehors des horaires d'ouverture des cabinets. Et par contre, il n'y en avait pas en journée. Donc le SAMU régulait tous les appels avec des médecins régulateurs smuristes en journée. Donc le 116-117 a apporté une régulation libérale en journée, ce qui est un vrai plus, hein, comme tu l'as mentionné, ça, d'avoir un médecin généraliste qui régule l'appel. Voilà, on ne fait pas le même métier que les smuristes, on a une vision qui est différente, on sait quelle réponse on peut apporter en ambulatoire, et donc on est vraiment pertinent pour apporter cette réponse-là. Donc ça, c'est le gros apport du 116-117, et le taux très important de conseils, hein, qui a plus de 70% de conseils sur les appels, il faut pas l'oublier. Il est aussi permis par le fait que c'est des médecins généralistes qui régulent ces appels-là. Donc ça, c'est la première chose. Sur le profil des régulateurs, l'idée, c'est que ce soit au maximum des gens qui ont une expérience de terrain. Alors, historiquement, les régulateurs étaient des gens qui avaient un profil plutôt orienté vers la PDSA, mais là, les profils changent, et ça, il faut qu'on travaille aussi avec les CPTS pour aller élargir le panel de régulateurs pour que ça corresponde aux différentes typologies de réponses aussi qu'on peut apporter. Mais voilà, le but, c'est que ce soit des médecins généralistes qui aient une activité de médecine générale en dehors. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Je vais peut-être en profiter aussi, parce que je vois que Dan Selam est connecté également, puisqu'on parle des médecins, on va dire, installés sur le territoire, mais au-delà de ça, il y a quand même des effecteurs qui, en plus, numériquement, assurent énormément de soins non programmés, et en l'occurrence, SOS Médecins. Je ne sais pas, Dan, si tu veux nous dire un petit mot. Bonjour à tous, c'est gentil de me donner la parole. Tout d'abord, bravo pour le travail que vous fournissez au quotidien sur l'évolution de la CPTS. Compte tenu de l'actualité, effectivement, c'est dommage, je pense,
c'est quelque chose que j'ai appelé de mes voeux à plusieurs reprises, mais je pense qu'il serait intéressant que les associations de permanence de soins, qui sont un petit peu les acteurs, on va dire, entre guillemets, historiques du soin non programmé sur les territoires, à part les médecins traitants, bien sûr, parce qu'il ne faut pas négliger qu'un patient, lorsqu'il a un souci de soins non programmé, son premier réflexe, et c'est normal, et c'est ce que l'on veut, et c'est ce que l'on voudrait encore plus, son premier réflexe, c'est de passer un coup de fil au cabinet médical et de voir s'il n'y a pas un créneau disponible ou d'essayer de joindre le médecin pour lui demander un conseil, voire éventuellement une prise en charge. Vous le savez tous, vous avez des cabinets, moi j'en ai pas, je suis installé à SOS. Votre activité s'est densifiée, les consultations sont pleines, les demandes de soins aigus ou de prise en charge en aigus sont de plus en plus compliquées. Je suis pas si vieux, mais avant, quand je remplaçais en cabinet, les patients appelés, on arrivait à passer en visite dans la journée, voire dans la demi-journée. Je crois savoir que c'est de plus en plus compliqué compte tenu de la densité des consultations, des agendas. Et du coup, bah, voilà, les soins non programmés se reposent aussi sur des associations de permanence de soins, SOS Médecins l'assume, et dans d'autres territoires, il y a d'autres associations présentes. Et donc voilà, donc nous, naturellement, nous avons participé à ce dispositif, même si au départ, comment dire ça de façon assez consensuelle, c'était pour faire accepter à des médecins qui bossent à SOS le principe de participer à quelque chose qui potentiellement pourrait être, en médecine, je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, mais qui pourrait être, entre guillemets, concurrentiel, ben, c'était pas simple, parce que finalement, les soins non programmés, mes collègues disaient, écoute, les soins non programmés, nous, on les assure, je vois pas pourquoi on irait, d'une part, s'embêter avec de la régulation, et d'autre part, voilà, participer avec d'autres. Mais en fait, et je crois que ça a plus ou moins bien marché quand même, c'est s'inscrire un petit peu plus dans l'horizon sanitaire du territoire sur lequel on est et essayer de travailler de plus en plus en bonne intelligence. Donc là, c'est en bonne intelligence avec le médecin régulateur, le SAMU. Et idéalement, il faudrait que l'on arrive, notamment avec les CPTS, puisque c'est un petit peu l'outil à la mode en ce moment de nos autorités de tutelle, et avec les CPTS, d'arriver à se coordonner pour que lorsqu'il y a une prise en charge, alors qu'elle émane du 116-117 ou qu'elle émane d'un appel en direct sur le standard d'SOS médecin, que le médecin traitant puisse avoir un retour de ce qui a été fait et qu'il y a eu une demande et que le médecin est passé, ou bien que le patient a été vu en consultation, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que le médecin d'SOS a entrepris, et pour que le médecin ait un suivi un petit peu plus précis au niveau des soins non programmés sur la prise en charge et sur ce vers quoi il aimerait, bon, voilà, vers quoi il aimerait l'amener. Bon, bah, ça fait 3 fois qu'il fait une colique hépatique, il est peut-être temps de prendre un rendez-vous chez un gastro. Enfin, vous êtes tous médecins, je vais pas m'amuser à vous donner des exemples que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Donc moi, de mon vœu, j'appellerais vraiment, vraiment à une réunion, peut-être une réunion un petit peu moins générale, mais une réunion plus précise autour d'une table pour essayer de définir le rôle des associations de permanence de soins avec l'intrication avec les CPTS, les soins non programmés et comment essayer d'articuler plutôt que d'articuler notre prise en charge, plutôt que de se regarder, plutôt que se tourner le dos et des fois faire des doublons, des fois faire des choses que l'un aurait pu faire et pour se libérer du temps pour faire autre chose. Nous ne faisons pas de médecine traitante, par exemple, les associations de permanence de soins, je peux me permettre de parler que de ce que je connais. Nous ne faisons pas de médecine traitante. Nous pouvons vous le savez aussi bien que moi, il y a des patients qui n'ont pas de médecin traitant actuellement, de plus en plus, et des patients âgés avec des pathologies quand même assez lourdes. Comment imaginer que du temps que vous auriez pu consacrer aux soins non programmés, vous installer en cabinet, vous le consacriez peut-être à de la médecine traitante en nous confiant la partie soins non programmés. Voilà, c'est des choses, c'est des pistes, c'est simplement des pistes. Mais je pense qu'il faut que nous sommes tous médecins, on a subi une activité très difficile où
notre activité de médecine libérale a été fortement mise à mal. Je pense qu'on peut essayer de travailler conjointement pour arriver à quelque chose de coordonné et de dynamique. Voilà, c'était ma seule intervention sur ce sujet. Merci à vous. Merci beaucoup, Dan. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'il y a aussi quelques infirmières qui sont connectées. Je ne sais pas si peut-être Guylaine ou Baya, si l'une d'entre vous veut nous partager leur regard de cette prise en charge des soins non programmés, puisque vous êtes aussi en première ligne souvent au domicile des patients. C'est à moi. Yannick, oui, tu me poses la Ah question. non, pardon, non, je dis. Non, c'est une infirmière qui s'appelle Guylaine, pardon. Oui, ah, d'accord, je n'ai pas compris. D'accord. Mais Guylaine, Kiefer, si tu veux parler, avec grand plaisir aussi. Hein. Non, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. Merci. Non, moi, c'est Guylaine Mello, infirmière libérale. Bonjour à tous. On m'entend? Oui, ça fonctionne, Guylaine, oui. Non, je vous écoute j'écoute, je suis en accord avec tout ce que vous dites et je confirme ce que dit Dan, hein, les patients sont de plus en plus nombreux sont ceux qui sont complexes, nombreux sont ceux qui sont aussi sans médecin traitant et qui, lors de certains problèmes, ont du mal des fois à trouver une consultation rapide. Et on le voit, leur solution, c'est tout de suite passer par les urgences où ils se font des fois refouler parce que on connaît aussi à l'hôpital, ils sont surbookés. Il y a un accès difficile pour tout le monde en ce moment. Et c'est vrai que on est dans un problème et c'est vrai qu'il faudrait trouver pallier à cela au plus rapidement, je pense, dans la mesure du possible. Et c'est vrai que le libéral, la médecine libérale a tout son atout, tout son pouvoir là-dessus. Oui, je vais peut-être juste parler d'une idée qu'on avait lancée à l'époque de la rédaction du projet de santé de la CPTS. C'était justement de s'appuyer sur le réseau des infirmières au domicile pour éventuellement mettre en place, on va dire, une alternative à la visite dans la journée qui pourrait être de la téléconsultation médiée avec la présence de l'infirmière au domicile du patient et puis un médecin en téléconsultation de l'autre côté. Bon, c'est une idée qui est sur la table, qu'on n'a pas creusé à ce stade plus que ça parce que on est aussi un peu dans l'attente de voir ce qui va arriver, mais ça pourrait être aussi une partie des solutions qui seront proposées. Qui a quand même été exploité depuis le Covid, hein, chose qui a aidé. On a quand même pas mal recours à ces visios en direct qui aident, qui sont facilitantes, quoi. Je rebondis là-dessus sans avoir de réponse, puisque ce n'est pas un truc qu'on a travaillé, mais je pense que Claude Bronner et Dan Selam ont peut-être des commentaires aussi. Je pense que c'est un manque réel à l'heure actuelle. La réponse en téléconsultation, elle n'est pas dans le 116-117, elle est inexistante. Et je pense que c'est un vrai manque d'avoir peut-être de la téléconsultation pour répondre à certaines demandes, mais aussi, comme tu le dis, Yannick, de la téléconsultation qui soit un appui à une visite à domicile infirmière. Moi, je crois beaucoup à ça et je pense que ouais, c'est un axe de développement qu'on n'a pas tellement creusé pour le moment, mais qui est vraiment intéressant. Comme tu le dis, pour moi, c'est vraiment un axe urgent, même pas un axe de développement, c'est vraiment à mettre en avant et rapidement. Je parle de la téléconsultation passant par le 116-117. Et la téléconsultation infirmière, on en discute dans plein de réunions et ça bute toujours sur la rémunération des infirmiers qui n'est pas vraiment suffisante. Cela dit, je pense que la CPTS aurait probablement intérêt à vraiment organiser une réunion sur le sujet pour parler de la téléconsultation, qui est une chose, mais aussi de la téléexpertise, parce que le 23 mars, c'est bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, les infirmiers seront rémunérés pour faire de la téléexpertise, c'est-à-dire pour poser des questions. Donc, c'est le moment de battre ce fer-là.
parce que là, c'est plus à venir, dans une semaine, c'est opérationnel, quoi. Et pour compléter par rapport à justement Alors, Baya, si tu veux juste te présenter. Baïja Chavanne, infirmière libérale. Donc nous sommes confrontés actuellement à des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, à des patients qui sont en errance médicale, hein, qui ne trouvent pas de médecin traitant parce que c'est des gens qui ont effectivement de multiples pathologies, hein, assez complexes. Donc effectivement, on est amené à faire appel soit à SOS médecin, soit parfois au SAMU, hein, pour certaines situations. Donc effectivement, la téléconsultation, ça pourrait effectivement être une solution, en tout cas, voilà, à court terme ou moyen terme. Ce qui est sûr, c'est que le 116-117, à partir du moment où il développe une solution de téléconsultation, parce qu'il faut avoir les médecins aussi de l'autre côté, hein. À partir du moment où il trouve des médecins qui sont OK pour faire les téléconsultations, peut être un outil complémentaire extrêmement intéressant pour ces problèmes-là, quoi. Et après, il y a un vrai boulot à faire pour la CPTS sur les médecins traitants, mais je ne vous fais pas la leçon, hein. C'est vraiment un objectif majeur et difficile, quoi. Et comme dit, c'est quelque chose qui peut être vite fait. Du point de vue infirmière, hein, si elle a déjà tout sondé au préalable, tous les paramètres pris, toutes les infos vis-à-vis du patient, le médecin, il a toutes les données en moins de temps qu'il le faut et c'est quelque chose qui peut relativement, entre guillemets, aller vite, hein. Du coup, je passe la parole à Guylaine médecin, après Guylaine infirmière. Merci. C'est rare qu'on ait des homonymes de ce prénom. Et c'est pour ça que j'étais surprise que ce soit moi qui soit sollicitée pour prendre la parole sur un sujet infirmier. En tout cas, merci Yannick de me donner la parole. Alors, moi, je vous entendais tous et au fond, je me disais, un dispositif pareil, que ce soit finalement le 116-117 ou le futur SAS, ou les CPTS quand elles auront pris réellement leur envol aussi, hein, puisqu'aujourd'hui c'est quand même encore au stade un petit peu de début et très souvent, en tout cas sur le territoire du Bas-Rhin, les CPTS ne sont pas encore, n'ont pas encore embarqué tous les confrères. J'ai envie de dire que dans un monde idéal, ce serait que chaque patient ait un médecin traitant, parce que ce qui nous a poussé à choisir Entracte et à construire le 116-117, c'était que ce dispositif privilégiait le parcours de soins et la prise en charge par le médecin traitant. Et au fond, quand on a déployé le 116-117 et qu'on a vu arriver les CPTS, on s'est dit, c'est super, parce que une des missions des CPTS, c'est la première mission, c'est prendre en charge des patients, enfin, organiser le mieux possible la prise en charge de patients qui n'ont plus de médecin traitant aujourd'hui. Et mon homonyme Guylaine le disait bien, et je le sais, les infirmiers et nous-mêmes, hein, on est confrontés à de plus en plus de patients qui n'ont plus de médecin traitant. Parce qu'au fond, la CPTS, si effectivement elle s'emploie à travers sa mission d'accès aux soins, prise en charge de patients, notamment en ALD qui n'ont plus de médecin traitant, je pense que en quelque sorte, en dynamisant Entracte, l'idéal dans un monde parfait, ce serait que chaque médecin traitant pour chaque patient puisse prendre en charge le soin non programmé de son patient au moment où on en a besoin. Et d'ailleurs, je dirais qu'à terme, on n'aurait même plus besoin des soins non programmés, puisque le patient peut-être reviendrait dans un cercle vertueux qui serait la prise en charge en direct par son médecin traitant et un accès à celui-ci. Moi, c'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses, et en se disant aussi qu'un médecin traitant, il a le droit de partir en vacances, il a le droit d'être malade, il a le droit de fermer son cabinet pour une raison X, Y ou Z, et que le principe même de Entracte, c'était l'entraide, et que sur un territoire, il y ait une possibilité, quand le médecin traitant n'est pas là, de pouvoir prendre malgré tout en charge le patient. Alors, c'est vrai que
le dispositif est dévoyé en quelque sorte parce que le nombre de patients sans médecin traitant augmente, parce que la démographie médicale s'effondre, parce que la situation devient un peu inquiétante et catastrophique. Néanmoins, le dispositif, il est fait pour ça. C'est-à-dire, au fond, il est fait pour qu'une entraide puisse se réaliser entre les médecins qui sont présents, pas présents, mais avant tout en respectant le parcours du médecin traitant. Et je voyais bien, moi, les CPTS promouvoir en quelque sorte les abonnements pour que chaque médecin traitant puisse prendre en charge son patient. Voilà comment a été conçu le système, et c'est peut-être plus clair pour les participants qui ne connaissaient pas bien, je ne sais pas. Peut-être Dan encore, hein? Non, non, bon. Ouais, ah, c'est bon, vous m'entendez, désolé. Oui, c'est bon. Je vois, c'est micro, pas micro, c'est un peu compliqué. Moi, je rejoins assez Guylaine, c'est-à-dire que nous, on a quand même se rendre compte qu'on a un territoire assez riche, dans le sens où on n'est pas en manque de médecins installés. On a des associations de permanence de soins qui fonctionnent, et je pense très sincèrement qu'on gagnerait à se coordonner tous pour arriver à répondre au mieux. Et tout à l'heure, on parlait de télémédecine, mais la télémédecine, pour avoir fait l'une ou l'autre expérience de télémédecine, c'est quand même une réponse. Je sais que Claude n'aime pas ce terme, mais c'est quand même une réponse dégradée à un acte médical à proprement parler. Et que la télémédecine, c'est bien, mais il faut quand même qu'à un moment ou à un autre, le patient puisse quand même voir en physique son médecin, sans même vous évoquer toutes les dérives qu'on a connues autour de la médecine, des télémédecines, des accès à des médecins qui étaient là que pour prescrire des arrêts de travail. Les médecins étaient à Nice et ils faisaient des téléconsultations sur Strasbourg. Enfin, tout ce que l'ordre est en train d'essayer un petit peu de mettre en ordre. Il y a eu pas mal de dérives autour de la télémédecine. Mais je pense qu'on a un territoire riche et avant, alors bien sûr, il faut réfléchir à la télémédecine. La télémédecine, c'est génial pour des plaies, pour des soins rapides, mais avec quand même il faut quand même bien garder à l'esprit que un vendredi après-midi, vous dites oh, ça ressemble à une cystite, je t'envoie l'ordonnance, et puis il faut quand même que le vendredi soir ou le samedi matin, si les symptômes évoluent ou si ça ressemble plus tellement à une cystite, que le patient ne soit pas perdu dans la nature avec sa téléconsultation, et que son seul recours soit l'hôpital. Il faut qu'on essaye, et on en a les ressources parce qu'encore une fois, on a un territoire riche, il faut qu'on essaie de trouver la solution au cas où la téléconsultation n'a pas suffi. Mais tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, on a vraiment, vraiment intérêt, du fait de la richesse de notre territoire, à coordonner les acteurs pour effectivement à remettre, entre guillemets, le patient dans les bonnes cases. Au lieu qu'il aille aux urgences tout seul, qu'il sollicite d'abord son médecin pour avis, que le médecin, s'il n'est pas disponible, s'il a des rendez-vous par-dessus la tête, qu'il appelle ou qu'il déclenche. Il n'est même pas obligé d'appeler SOS Médecin, qu'il déclenche SOS Médecin via un logiciel, via Entracte. SOS Médecin fait son truc à domicile ou en consultation. Et puis après, le médecin, parce qu'il y a une coordination, le médecin a un retour de ce qui a été fait et peut poursuivre sa prise en charge. Je pense qu'il y a vraiment intérêt à travailler vraiment dans la coordination, parce que les acteurs sont là. Encore une fois, je pense que les CPTS ont été créés aussi parce qu'il y a des territoires où c'est des déserts médicaux, et si on n'organise pas le soin, il n'y a rien du tout. Mais nous, on a un territoire riche. Je pense que notre faiblesse, si tant est qu'on en ait une, c'est la coordination, et c'est ce point-là qu'il faudrait vraiment qu'on améliore. Eh bien, merci pour l'intervention. Alors, je vais peut-être juste revenir sur les patients sans médecin traitant, juste pour vous donner un chiffre, pour vous donner un ordre d'idée. Mais sur le territoire de la CPTS, on est à 1000 patients en ALD sans médecin traitant.
avec une hétérogénéité qu'on est en train d'affiner en requêtant un peu les bases de données de la CPM, parce que évidemment, il y a des patients qui ont des soins et qui sont en ALD, et puis il y a des patients qui sont en ALD et qui n'ont pas de soins, ou enfin, il y a des situations très, très hétérogènes. Mais en tout cas, il y a quand même cette masse de 1000 personnes sans médecin traitant voilà, qui sont en ALD. Donc, c'est quand même pas complètement rien. Et du coup, bon, comme je le disais en introduction, l'idée de ce petit temps ce midi, c'était déjà de parler de ce sujet-là et puis de sensibiliser un petit peu à ces questions-là. Et puis, je ne savais pas que l'actualité allait nous rattraper aussi vite, donc ça tombe bien. En tout cas, nous, au niveau de la CPTS, on a une commission accès aux soins qui va traiter de ce sujet-là, puisque ça fait partie des missions de la CPTS. Donc, si vous souhaitez participer à ces travaux, je vous invite à envoyer un petit mail à l'adresse contact@cpts-strasbourg.org ou bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore à l'infolettre pour être tenu un petit peu au courant des différents événements. Et puis, je crois qu'on va bientôt être amenés à se rencontrer tous dans un cadre peut-être un peu plus formel pour parler de ce sujet-là. Donc, c'est je pense, une belle conclusion de cet événement d'aujourd'hui. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation et votre discipline, parce que je trouve que les échanges ont été clairs et très fluides. Et puis, à vous donner rendez-vous dans les prochaines instances qui vont se tenir sur ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas de revenir vers vous aussi dans la prise de décision au niveau de la CPTS.